Boeing contre Airbus, la guerre que personne ne voit. Écoutez, laissez-moi vous raconter quelque chose que vous ne réalisez probablement pas quand vous montez dans un avion. Vous marchez dans la passerelle, votre carte d'embarquement à la main, et honnêtement, vous vous foutez complètement de savoir si c'est un Boeing ou un Airbus, non? Votre seule préoccupation, c'est de savoir si le type devant vous va monopoliser le compartiment à bagages et si vos genoux vont survivre au vol. Vous jetez peut-être un œil distrait au logo sur le fuselage, un truc bleu, une dérive stylisée. Pour vous, c'est pareil. Deux marques qui font des tubes volants qui vont à peu près à la même vitesse avec les mêmes moteurs GE ou Rolls-Royce. Sauf que c'est exactement ce qu'on veut vous faire croire. La vérité, Boeing et Airbus ne vendent pas du tout le même produit. Ce ne sont même pas vraiment des concurrents au sens classique. Ce sont deux religions différentes, deux visions complètement opposées de ce que signifie voler. Et je ne parle pas juste de business ici, je parle de philosophie pure, de deux conceptions du monde qui s'affrontent à 35 000 pieds d'altitude. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'une de ces religions est en train de mourir sous nos yeux, pendant que l'autre domine le ciel mondial. Spoiler, ça n'a rien à voir avec qui fait les meilleurs avions. Ça a tout à voir avec qui a oublié pourquoi il les faisait. L'ADN, deux mondes qui ne parlent pas la même langue. Commençons par le commencement. Boeing, c'est l'Amérique incarnée. Je veux dire vraiment l'Amérique. Né à Seattle, sur la côte sauvage du Pacifique, forgé dans le feu de la Seconde Guerre mondiale. Ces types ont construit les bombardiers qui ont écrasé l'Axe, le B-17, le B-29, puis le légendaire B-52. Leur culture, c'est celle du pionnier, du risque calculé, de l'ingénieur roi qui dessine sur un bout de nappe un avion qui va changer l'histoire. Pensez au 747, le Jumbo Jet, un pari insensé dans les années 60, qui est devenu l'icône du voyage moderne. Chez Boeing, historiquement, il y a une conviction profonde. Le pilote est un héros. Un cow-boy des airs capable de dompter la machine. L'homme domine, l'homme décide, la machine obéit. C'est viscéral. Maintenant, regardez Airbus. Airbus, c'est une anomalie génétique. Ce n'est pas né d'un rêve d'aviateur dans un garage. C'est né d'une décision politique dans les années 70. L'Europe en avait marre d'être la colonie industrielle des Américains et s'est dit, on va faire notre propre constructeur. Mais comment vous faites ça quand vous avez des Français, des Allemands, des Britanniques et des Espagnols qui doivent se mettre d'accord? Vous créez un consortium, des comités, des compromis bureaucratiques. Et devinez quoi? Ça a créé une culture complètement différente. Pas de héros solitaires, pas de cow-boys. À la place, des technocrates brillants, des ingénieurs civils obsédés par la standardisation, l'efficacité et la sécurité systémique. Et ils se sont posé une question révolutionnaire, presque hérétique pour les Américains. Et si l'avion était plus intelligent que le pilote? Vous comprenez le choc des cultures? D'un côté, le pilote est Dieu, de l'autre, le pilote est un humain faillible qu'il faut protéger de lui-même. Pendant des décennies, ces deux mondes se sont regardés avec un mépris à peine voilé. Pour Boeing, Airbus fabriquait des jouets en plastique pilotés par ordinateur. Pour Airbus, Boeing fabriquait des dinosaures mécaniques dangereux. Mais aujourd'hui, le verdict du marché tombe, et il est brutal. Alors comment on en est arrivé là? Comment le géant américain, qui a littéralement mis l'Amérique sur la Lune, a laissé une coopérative européenne prendre le contrôle du ciel? La réponse commence dans le cockpit, avec un détail invisible pour vous, passagers, mais qui change absolument tout. Le cockpit, où la philosophie devient physique. Imaginez que vous puissiez entrer dans un cockpit de Boeing 737, puis dans celui d'un Airbus A320. La différence vous giflerait immédiatement. Dans le Boeing, vous avez cette énorme colonne de commande, le yoke. C'est un grand manche en forme de W, massif, monumental, planté entre les jambes du pilote. Et ce truc est relié mécaniquement aux surfaces de contrôle sur les ailes. Câbles, poulies, hydrauliques sur les gros mondelles. Si le copilote tire sur son manche, le manche du commandant bouge aussi. Ils sont connectés physiquement, c'est musculaire. C'est l'héritage direct des frères Wright, vous comprenez? La philosophie derrière ça est presque biblique. Le pilote est l'autorité ultime. Le commandant de bord est le seul maître à bord après Dieu. Point final. Concrètement, si un pilote Boeing décide de tirer le manche à fond, de cabrer l'avion jusqu'à le faire décrocher, l'avion va vibrer. Une alarme stick shaker va faire trembler le manche pour le prévenir du danger. Mais l'avion le laissera faire. Pourquoi? Parce que Boeing part du principe que le pilote sait peut-être quelque chose que l'ordinateur ignore. Peut-être qu'il doit éviter une montagne au dernier moment. Peut-être qu'il doit forcer la machine au-delà de ses limites structurelles pour sauver des vies. C'est la liberté totale, mais avec la responsabilité totale. Maintenant, entrez dans l'Airbus. Plus de colonne centrale. À la place, un petit side stick sur le côté. Un joystick de luxe, discret, presque ludique. Et là, première chose étrange. Il n'y a aucun retour de force. Si le copilote tire dessus, le commandant ne sent rien dans son propre manche. Ils sont déconnectés physiquement. Mais la vraie révolution est invisible. Ce manche n'est relié à rien de mécanique. Zéro câble, zéro poulie. Il envoie des signaux électriques à des ordinateurs. C'est le fly-by-wire, le vol par commandes électriques, introduit massivement avec la 320 à la fin des années 80. Et la philosophie derrière, radicalement différente. L'homme est faillible, le système doit le protéger. C'est le concept de la protection de l'enveloppe de vol. Concrètement, dans un Airbus en mode normal, vous ne pouvez pas faire décrocher l'avion. Même si vous tirez le manche en butée arrière et que vous le maintenez comme un fou, l'ordinateur va vous dire « Ok, je comprends que tu veux monter, je vais te donner le maximum de portance possible, mais je ne te laisserai pas dépasser l'angle critique. Je ne te laisserai pas tuer cet avion. » Ce sont ce qu'on appelle les hard limits. L'ordinateur a le dernier mot sur la sécurité physique du vol. Vous voyez le gouffre philosophique?
Pendant 20 ans, cette différence a divisé le monde des pilotes en deux camps fanatiques. Les puristes adoraient Boeing pour le feeling, la sensation de sentir l'air dans le manche. Ils méprisaient les Airbus, ces Nintendo Jets, où on se sentait spectateur, déconnecté, un simple gestionnaire de système. Mais voilà le truc, les statistiques sont têtues. L'approche Airbus, froide et calculée, a commencé à prouver son efficacité redoutable. Elle a sauvé des avions de situations où la panique humaine aurait été fatale. Elle a réduit la charge mentale. Elle a standardisé le pilotage à un niveau jamais vu. Un pilote d'A320 peut passer sur un A330 ou un A350 avec une facilité déconcertante parce que la logique informatique est identique. Airbus a créé un écosystème cohérent et rationnel. Boeing, fier de sa tradition, a résisté. Ils ont gardé le manche. Ils ont gardé la primauté du pilote. C'était leur argument de vente, leur identité, leur fierté. Jusqu'au jour où cette fierté est devenue un piège mortel. Jusqu'au jour où ils ont voulu mélanger les deux philosophies pour des raisons purement financières, créant un monstre hybride qui allait trahir la confiance du monde entier. Et c'est là que notre histoire bascule, du débat philosophique au thriller industriel. Quand les comptables dessinent des avions, il faut que vous compreniez quelque chose sur Boeing dans les années 80 et 90. Cette entreprise était surnommée l'Association des ingénieurs. Le PDG et les cadres supérieurs étaient presque tous des ingénieurs. Il parlait aérodynamisme, résistance des matériaux et sécurité avant de parler de marge opérationnelle. Le siège était à Seattle, au milieu des usines, là où on sent l'odeur du kérosène et de l'aluminium fraisé. C'était une méritocratie technique pure. Mais en 1997, tout a changé. Boeing a fusionné avec son rival moribond, McDonnell Douglas. Sur le papier, c'était le mariage du siècle. Dans les faits, c'était une injection létale. Un analyste de l'époque a dit une phrase que je n'oublierai jamais. McDonnell Douglas a acheté Boeing avec l'argent de Boeing. La culture de McDonnell Douglas était obsédée par la réduction des coûts et la valeur boursière à court terme. C'était l'ère Jack Welch chez General Electric. Vous savez, le culte des actionnaires au-dessus de tout. Harry Stonecipher, le patron de McDonnell Douglas, est devenu l'homme fort. Sa mission déclarée ? Arrêtez d'agir comme une famille et commencez à agir comme une entreprise. Et pour sceller symboliquement ce nouveau monde, ils ont déménagé le siège de Seattle à Chicago, 3000 km de distance physique. Les dirigeants ne voyaient plus les avions, ils voyaient des tableaux Excel, des PowerPoint, des prévisions trimestrielles. C'est dans ce contexte toxique que la menace Airbus est devenue existentielle, l'A320 Neo. Le coup de génie qui a tout déclenché. En 2010, Airbus a lancé l'A320 Neo, New Engine Option. L'idée était ridiculement simple, prendre leur excellent A320 qui cartonnait déjà et y mettre des moteurs plus gros, plus modernes, plus économes en carburant. Pourquoi c'était génial ? Parce que l'A320, conçu dans les années 80, était un avion haut sur pattes. Il y avait de la place sous les ailes pour installer ces nouveaux moteurs géants sans rien changer à la structure de base. Boum ! Économie de carburant de 15%. Même avion, même formation pour les pilotes, mais beaucoup moins cher à opérer. Les compagnies aériennes ont adoré. Les commandes ont explosé, Boeing a paniqué. Leur best-seller absolu, le 737, c'était un avion conçu dans les années 60 pour des aéroports peu équipés, donc très bas, très près du sol. Il n'y avait pas de place sous les ailes pour ces nouveaux moteurs énormes. Les ingénieurs de Seattle voulaient construire un tout nouvel avion pour remplacer le 737, un clean sheet design. Ça aurait pris 10 ans et coûté 20 milliards de dollars. Mais à Chicago, les financiers ont dit non. Trop cher, trop long. Wall Street ne voudra pas attendre une décennie. Alors ils ont bricolé. Pour concurrencer l'A320 Neo, ils ont créé le 730 MAX. Pour faire rentrer les gros moteurs sur un avion trop bas, ils ont dû les avancer et les remonter, déformant complètement l'équilibre aérodynamique naturel de l'avion. Résultat, le 737 MAX avait tendance à cabrer dangereusement lors des accélérations. C'était instable. Pas catastrophique, mais instable. Et c'est là que la culture financière a commis l'irréparable. Au lieu de redessiner l'avion proprement, ils ont décidé de corriger ce défaut physique par un logiciel invisible. Un patch informatique bon marché pour masquer un problème d'ingénierie structurelle. Ils l'ont appelé MCAS. Maneuvering Characteristics Augmentation System. Mais écoutez bien le but réel de ce système. Ce n'était pas d'abord la sécurité. Le but était d'éviter à tout prix que les compagnies aériennes aient à payer une formation sur simulateur pour leurs pilotes. Si l'avion se comportait exactement comme l'ancien 737, pas de formation nécessaire, pas de coûts supplémentaires, donc plus de ventes. Ils ont vendu au monde entier un avion qui se pilotait exactement comme le précédent. C'était un mensonge commercial brillant, mais un pari criminel sur la vie humaine. Pendant qu'Airbus peaufinait son chef-d'œuvre industriel avec méthode et transparence, Boeing, aveuglé par la course au profit, installait sans le dire un logiciel capable de prendre le contrôle de l'avion et de le piquer vers le sol, basé sur un seul capteur défaillant. Un seul capteur. Lion Air 610. Le cauchemar commence. 29 octobre 2018. Vol Lion Air 610, décollage de Jakarta. À bord, un équipage expérimenté. Un avion flambant neuf, Boeing 737 MAX 8. Quelques minutes après le décollage, le cauchemar commence. Les pilotes ne le savent pas, mais un seul capteur d'angle d'attaque, une petite girouette sur le nez de l'avion, envoie des données erronées. Il dit à l'ordinateur que l'avion cabre trop, qu'il va décrocher. C'est faux, l'avion vole parfaitement bien. Mais le MCAS, ce fameux correctif invisible, s'active automatiquement. Sans prévenir, le nez de l'avion pique violemment vers l'océan. Le commandant tire sur le manche pour redresser. Il y arrive. Ouf.
Mais 5 secondes plus tard, le MCAS, implacable, repousse le nez vers le bas. Le pilote tire encore. Le MCAS repousse encore. C'est une lutte à mort entre l'homme et la machine. Un bras de fer physique et mental. Mais le pilote se bat contre un fantôme. Il ne sait même pas que le MCAS existe. Ce système n'est pas dans le manuel. Il n'a jamais été entraîné pour ça. Boeing ne leur a rien dit. Au bout de 12 minutes de montagnes russes terrifiantes, l'homme perd. L'avion plonge dans la mer de Java à 700 km/h, 189 morts. La réaction de Boeing, glaçante. Au lieu d'admettre une faille de conception, ils ont pointé du doigt les pilotes. Ils n'ont pas suivi la procédure. C'est une compagnie indonésienne. Vous savez comment c'est. L'arrogance américaine a son paroxysme. Nos avions sont parfaits. Ce sont les pilotes étrangers qui ne sont pas au niveau. Ils ont parié qu'ils pouvaient régler ça avec une simple note de service, une mise à jour du manuel. Ils ont eu tort. Ethiopian Airlines 302. Le monde ne pardonne plus. Moins de 5 mois plus tard, 10 mars 2019, vol Ethiopian Airlines 302. Le scénario se répète. Identique. Cruel. Même avion. Même capteur défaillant. Même lutte désespérée contre un système que les pilotes ne comprennent pas. Même issue fatale. 157 morts. Cette fois, le monde ne pardonne plus. La Chine, puis l'Europe, puis le reste de la planète cloue le 7307 MAX au sol. C'est une humiliation historique. Pour la première fois, l'autorité américaine de l'aviation, la FAA, est isolée, accusée de complaisance envers Boeing. L'enquête révèle l'impensable. Pour économiser de l'argent et d'éviter de modifier le câblage existant du vieux 737, Boeing avait relié le MCAS à un seul capteur. Un seul. En aéronautique, la redondance est une religion sacrée. Tout système critique doit avoir une doublure, un backup. Airbus utilise 3 capteurs, qui votent entre eux. Si l'un déraille, les 2 autres l'ignorent. C'est du basic. Boeing, pour économiser quelques câbles et quelques dollars, s'est contenté d'un seul capteur. Une économie de bout de chandelle qui a coûté 346 vies humaines et 20 milliards de dollars à l'entreprise. Et vous voyez l'ironie tragique ? Boeing a trahi sa propre philosophie. Le pilote est roi, c'était leur credo. Mais ils ont donné aux pilotes un avion instable, corrigé par un logiciel secret qui avait le pouvoir de les tuer, sans leur donner les moyens de le comprendre ou de le désactiver simplement. Pendant ce temps, chez Airbus, le silence était d'or. Pas de triomphalisme, pas de publicité cynique. Juste la validation silencieuse de leur doctrine. L'ordinateur doit protéger l'avion, mais il ne doit jamais agir sur une seule source d'information. Le 737 MAX a fini par revoler, après 2 ans de purgatoire et des modifications massives. Mais quelque chose s'est brisé de manière irréversible. La confiance. Le mot Boeing n'était plus synonyme de solidité américaine. Il était devenu synonyme de suspicion, et pour un constructeur aéronautique, perdre la confiance, c'est comme perdre ses ailes en plein vol. La 321 XLR, le coup de grâce stratégique. Pendant que Boeing se débattait dans les méandres judiciaires et techniques pour faire recertifier son 737 MAX, Airbus n'a pas perdu une seconde. Ils ont regardé le plateau d'échecs et ils ont vu une case vide, une case que Boeing avait abandonnée. Le middle of the market, le milieu de marché. Laissez-moi vous expliquer. C'est l'espace entre les petits avions comme le 737 ou l'A320 qui font des vols de 4-5 heures et les gros porteurs comme le 777 ou l'A350 qui traversent les océans mais coûtent une fortune à faire voler et nécessitent des centaines de passagers pour être rentables. Boeing avait autrefois un roi sur cette case, le 757. Un avion magnifique, puissant, capable de décoller court et d'aller loin. Les pilotes adoraient ce truc. Mais Boeing a arrêté de le produire en 2004, pensant que le futur était aux très gros avions. Erreur, fatale. Airbus a sorti de sa manche la 321 XLR, Extra Long Range. C'est un monocouloir, donc un avion pas trop cher à l'achat et à l'entretien. Mais avec un réservoir arrière supplémentaire qui lui permet de voler 8700 km. Et ça change absolument tout. Avec un A321 XLR, une compagnie aérienne peut relier New York à Rome, ou Londres à Delhi, avec un avion rempli à 200 passagers, ce qui est très facile à rentabiliser. Avec un gros Boeing 787 ou 777, il faut trouver 300 ou 400 passagers pour ne pas perdre d'argent. Airbus a offert aux compagnies la flexibilité totale, ouvrir des lignes directes point à point sans passer par les grands hubs infernaux comme Atlanta ou Francfort. La réponse de Boeing ? Le silence, ou plutôt l'impuissance. Ils ont bien essayé d'étirer encore le 737 MAX pour créer le MAX 10, mais c'est un avion à bout de souffle. Son train d'atterrissage est tellement complexe qu'il doit se télescoper pour ne pas toucher le sol au décollage. Ses performances sont inférieures à l'A321 XLR, et surtout, il arrive avec des années de retard. Le résultat ? Un massacre commercial. Sur le segment crucial des avions de 200 à 250 places, Airbus détient aujourd'hui plus de 60% du marché mondial. Pour chaque MAX 10 vendu, Airbus vend 4 ou 5 A321. C'est un monopole de fait. Boeing est piégé dans un cercle vicieux. Ils ont une dette colossale, plus de 40 milliards de dollars, accumulés à cause de la crise du MAX et du Covid. Ils n'ont plus l'argent pour lancer un tout nouvel avion qui coûterait 15 à 20 milliards. Ils doivent continuer à vendre le 737, un design vieux de 60 ans, face à une gamme Airbus jeune, moderne et cohérente. C'est la différence entre une entreprise gérée par la peur et une entreprise gérée par la vision. Airbus a construit une douve stratégique autour de son A321 XLR. Boeing est de l'autre côté du fossé, sans pont, à regarder ses clients partir un à un vers Toulouse.
Même les clients les plus fidèles, comme United Airlines ou Delta, des compagnies américaines historiques, achètent désormais massivement chez Airbus. C'est l'humiliation ultime, voir les compagnies nationales américaines préférer le Made in Europe parce que le produit américain n'est tout simplement plus au niveau. Alors, c'est la fin de Boeing. Est-ce que le géant de Seattle va finir comme McDonnell Douglas, avalé par l'histoire? Non. Et je vais vous dire pourquoi. Boeing est too big to fail. Trop gros, trop stratégique, trop vital pour les États-Unis. Washington ne laissera jamais son seul constructeur d'avions commerciaux disparaître. Boeing fabrique aussi les chasseurs F-15AX, les ravitailleurs de l'US Air Force, les capsules spatiales de la NASA. C'est un pilier de la sécurité nationale américaine. L'oncle Sam sera toujours là pour signer un chèque ou un contrat militaire pour maintenir le patient en vie. Mais survivre ne veut pas dire gagner. Boeing est aujourd'hui une entreprise blessée, humiliée, qui doit réapprendre à marcher. Ils ont commencé à faire le ménage. Les financiers de Chicago sont partis. Les ingénieurs reviennent aux commandes. Ils parlent de nouveau de sécurité, de qualité, de culture d'entreprise. C'est un processus long et douloureux, mais nécessaire. Ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Le prochain avion qu'ils lanceront, probablement vers 2030, devra être parfait, pas bien, parfait. Pendant ce temps, Airbus doit affronter son pire ennemi, l'arrogance. Quand on a 60% du marché et un carnet de commandes plein pour les 10 prochaines années, le risque est de s'endormir. De devenir gros, lent, suffisant. De faire exactement ce que Boeing a fait dans les années 90. Et surtout, il y a un troisième joueur qui entre dans l'arène. Regardez vers l'Est. La Chine vient de certifier son C919, un clone de la 320. Pour l'instant, il ne vole qu'en Chine. Pour l'instant, il utilise des moteurs occidentaux. Mais, dans 10 ou 15 ans, Comac sera probablement le troisième géant. Le duopole Boeing-Airbus, cette guerre civile occidentale, touchera à sa fin. La guerre industrielle. Au final, cette guerre industrielle nous a appris une leçon brutale mais essentielle. La gravité ne négocie pas. Vous pouvez corrompre des régulateurs. Vous pouvez manipuler des cours de bourse. Vous pouvez mentir sur des brochures marketing. Mais à 35 000 pieds, quand un capteur gèle ou qu'un moteur explose, seule la qualité de l'ingénierie compte. Le Boeing 737 MAX n'était pas un accident. C'était le symptôme d'une époque qui a cru que la finance était plus importante que la physique. Alors, la prochaine fois que vous monterez dans un avion, que vous sentirez la poussée des motoirs vous coller au siège, ayez une pensée pour ceux qui l'ont conçu. Espérez qu'ils ont eu le courage de dire non au comptable. Espérez qu'ils ont choisi la sécurité plutôt que le bonus de fin d'année. Et maintenant, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Si vous deviez traverser l'Atlantique demain avec votre famille, qu'est-ce que vous préféreriez? La philosophie Boeing, un avion où le pilote est le dernier rempart, capable de tout, pour le meilleur et pour le pire? Ou la philosophie Airbus, un sanctuaire technologique où l'ordinateur veille sur vous et empêche l'irréparable. Team manche ou team joystick? Dites-le moi en commentaire. C'était Drone Top 10. À la prochaine.